peut intervenir dans une opération. Généralement, tous ceux qui sont intervenants sur la chaîne vont nous mettre au parfum pour nous dire faites attention, il y a telle chose, etc. Donc, pour donner un exemple, ce matin, on a eu l'information comme quoi sur le port, il y a eu un problème avec un chargement. Donc, ils vont renforcer le contrôle sur certaines opérations. Donc, c'est des informations qu'on prend en compte aussi. Ma question suivante, c'est au niveau de la formation. Je remarque, mais ça c'est moi, que je ne vois pas en tout cas beaucoup de formations sur cette thématique. On va voir des BTS, des licences, des masters dans le secteur pétrolier, mais pas dans la gestion des opérations. Donc, est-ce que tu connais des écoles, des formations qui vont accompagner ou il y en a pas sur le continent et tout est à l'international si on veut embrasser cette carrière? Bon, ce que je qui en local comme formation, c'est l'INPHB qui forme des ingénieurs en pétrole. Donc généralement, les CV qu'on reçoit, c'est la plupart du temps des ingénieurs en pétrole. Maintenant, dans la mise en place des opérations, je pense que c'est vraiment plus l'expérience terrain qui va compléter comment on dit, déjà, knowledge, le savoir général, en fait, de l'ingénieur. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait une formation dédiée. Par contre, moi, pour moi-même, je suis en train de regarder parce qu'il y a des formations généraliste sur le poste des opérations, le Chief Operating Officer. Donc, il y a des universités internationales qui proposent des programmes pour te permettre de pouvoir. Ce matin, je regardais, il y a Wharton qui fait un programme pour les opérations, qui comprend tout l'administratif, la gestion de l'humain, etc. Il y a aussi MIT qui propose un programme sur un an qui te permet de monter en grade dans cette position-là, d'être plus formalisé, on va dire, avec une formation adéquate. Tu as la même formation, par exemple, pour des gens qui sont dans le IT, tu as la même formation qui sont pour ceux qui sont dans le pétrole. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des formations bien ciblées, bien spécifiques, parce que ce domaine-là, il est assez particulier. Donc, je vais dire que c'est 50-50 la formation terrain, parce qu'il faut connaître quand même le produit que tu travailles, le fonctionnement, comment c'est fait, et cetera. Mais il y a aussi la formation terrain, parce que tu deals avec différentes entités administratives et tout. Donc, si tu maîtrises pas les process, bah, c'est un peu compliqué. C'est moitié formation, moitié expérience sur le terrain. Si tu veux bien, on va revenir à ton parcours, à ton expérience professionnelle, parce que tu D'accord. disais que tu avais commencé, en tout cas sur la partie graphiste, donc vraiment marketing, je pense une appétence à la créativité, etc. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ce que tu fais? Ah ben, bien sûr, ça m'aide énormément. Par exemple, on va prendre un exemple bien concret. Je fais mes factures sur Canva. Par exemple, je vais te montrer, quand on finit de faire des opérations, les inspecteurs nous envoient en fait des échantillons du produit qui a été testé. Donc si jamais demain il y a un problème, le client dit que le produit n'était pas conforme, je l'ai. Donc quand je regarde l'étiquette, j'ai besoin de comprendre la composition du produit que je garde. Donc, je vais Ouais. sur ChatGPT, je regarde un peu quelle est la composition du gasoil, quelles sont les caractéristiques, etc. Donc, ça me permet aussi de connaître mon produit que je vends et puis de pouvoir réfléchir à des optimisations. Donc, j'utilise les outils, en fait, graphiques, pour pouvoir, je fais mes factures en 2 minutes avec Canva. Je veux dire, c'est rapide. Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent de de gagner du temps et de travailler en équipe, par exemple, sur le même document, et cetera. Donc moi, étant donné que j'ai fait ces choses-là et que je suis très créative, donc j'essaie d'adapter la connaissance que j'ai de ces outils informatiques-là à mon daily, pour à gagner du temps. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, par où il devrait commencer? Je pense que déjà, ça dépend, hein. Si vous avez une opportunité, on va dire que lancez-vous. Moi, quand je suis arrivée à mon premier jour de travail, j'avais 23 ans, je sortais à peine de l'école. Je connaissais rien du tout du monde du pétrole, mais je pense que quand on est ouvert d'esprit et puis on en veut dans la vie, on peut y arriver. Il faut juste accepter que, il faut être formé, et cetera, et puis avoir des entreprises qui vous boostent à être évolué en tant que technicien, on va dire. Mais, et si la personne est jeune et qu'elle veut en faire son métier, ben, il faut essayer de regarder
en local, je sais qu'il y a l'INPHB qui fait des bonnes formations, mais à Paris aussi, il y a l'Institut du pétrole qui, forme, au métier du pétrole. Bon, c'est des formations qui coûtent cher. C'est comme si je faisais un brevet de pilote, par exemple. Donc il faut quand même avoir les moyens. Mais si vous êtes bon dans votre domaine, je pense que vous pouvez obtenir des bourses, des accompagnements et tout. Donc si quelqu'un veut se lancer dedans, franchement, c'est passionnant, hein. C'est moi, j'aime bien. Parce que là, aujourd'hui, avec le poste que j'occupe, j'ai pu avoir la vision 360. C'est-à-dire que, j'ai géré des contrats d'exploitation avec le gouvernement. Donc ça, c'est un autre métier où, on cherche le pétrole dans le sol et donc on fait des analyses de données avec la Pétrosie. Donc c'est-à-dire, on travaille, on se met en avec des gens d'autres pays qui font des JV, donc des joint ventures pour pouvoir, exploiter trouver ce pétrole-là. Donc D'accord, j'ai fait ça, j'ai fait aussi, le trading. Donc le trading, c'est des chiffres que tu travailles avec des traders pour pouvoir prendre de d'un pays à un autre. Donc tu as une vision du monde et puis aussi maintenant la distribution, donc via la le comment on dit? Le supplying par camion, par pipe et cetera, mais aussi avec les stations-service. Donc, par d'accord. exemple, la création d'une station, la recherche de terrain, le processus pour créer une station-service, comment tu projettes tes marges et cetera. En tout cas, j'ai vraiment le 360 en fonction des postes que j'ai occupés. Donc, je suis vraiment, j'encourage si moi, j'y suis arrivée, enfin, je suis pas encore arrivée, mais je suis en route pour arriver. Donc si je suis un peu là quand même, c'est que c'est un métier qui est vraiment qui vaut la peine de enfin, lancez-vous, soyez effrontés. Comment tu fais pour continuer à apprendre et à évoluer? En fait, il arrive des moments c'est une question de caractère. Je suis quelqu'un qui n'aime pas manquer de connaissances parce que j'ai besoin de me challenger. Donc je regarde, je suis par exemple, je me mets des routines. Je suis certaines pages que je n'aurais pas forcément suivies. Aujourd'hui, on a accès à l'information via internet, donc c'est ton premier outil de formation, en fait. Donc déjà de suivre certaines pages, par exemple, lire des rapports de CITAC. Moi, je me voyais pas en train de lire des rapports de 100 pages, qui parlent de l'overview du trading en Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux passer au niveau supérieur, tu es quand même obligé de te mettre dans le bain. Donc quand je fais les veilles de marché, j'essaie de m'inscrire sur des pages qui parlent du pétrole, qui parlent de la géopolitique qui influe énormément sur ce métier-là, d'avoir quand même un sense de ce qui se passe pour pouvoir, évoluer dans ma compréhension des choses. Et puis aussi, je demande à être formée dès que j'ai l'occasion, dès qu'il y a une formation. Il y a souvent des formations qui sont, organisées, donc j'essaie d'y participer aussi pour augmenter mon personal knowledge, quoi. Comment une femme est perçue dans ce domaine? La question frappe. Alors, j'avoue quand même que c'est assez particulier. Déjà, je pense que ça concerne la plupart des métiers, qui sont dits d'hommes. Donc on a certains challenges qu'on est obligé de prendre en compte. Donc par exemple, sur certaines opérations, j'évite de venir sur place parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je suis une femme. Quand ils vont me voir arriver avec ma tête là, ils vont se dire: «Oh ça y est, là, on peut la marmailler en fait». Donc je fais très attention à ça, que ça ne soit pas un handicap dans l'application de mon métier. Et puis, parfois aussi, bon, c'est un monde d'hommes, donc souvent on est un peu mise de côté parce qu'on estime que bon, voilà, c'est une jeune dame, peut-être que elle est là, elle a la tête en l'air, elle n'est pas concentrée et tout. Mais après ça peut être aussi un avantage. Ça peut être un avantage parce que quand, ton travail parle pour toi, les gens viennent te chercher, les gens te respectent, les gens t'admirent, ils te mettent à la place que tu mérites, mais il faut se battre. Il est arrivé, par exemple, dans dans ma carrière que j'arrive dans des réunions où il y a des ministres et cetera. Et je suis directrice pays, on me note sur la fiche de présence, secrétaire. Juste parce que quand on me voit, on se dit que je ne peux pas être, la country manager d'une société pétrolière en Côte d'Ivoire. Ça m'est déjà arrivé. Donc j'avoue que c'est des petites choses comme ça qui sont frustrantes. Mais bon, c'est l'environnement dans lequel on travaille, hein, donc on fait avec, on s'adapte et puis on essaie
d'esquiver, voilà. Je pense que c'est malheureusement une matière qu'on n'enseigne pas, l'esquive, sinon Après, je veux dire, le fait de discuter aussi, c'est là où la sororité, c'est important parce que le fait de discuter avec d'autres femmes qui ont des positions un peu sensibles comme ça te permet aussi d'anticiper sur certaines choses. Donc, tu bénéficies de l'expérience d'autres femmes qui ont vécu l'adversité avant toi. Donc, ça peut venir de tous les côtés, hein. Donc, c'est important que les femmes se parlent entre elles et qu'elles se disent, «Voilà comment moi j'ai géré telle situation». Parce qu'il y a les cas de harcèlement sexuel dans les bureaux dont on ne parle pas assez, qui moi ça me remonte souvent. J'ai des femmes qui m'écrivent pour me dire comment je gère mon patron, voilà. Bon, c'est des choses quand même, il faut apprendre à naviguer. Quand on est une femme et qu'on travaille dans un monde d'hommes, ben, il y a des choses qu'il faut des petits outils comme ça pour essayer de s'en sortir. Il faut avoir conscience de son environnement, mais en général, tout se passe, plutôt bien. Les gens, ils sont étonnés au début, mais après ils s'habituent. et quelle est l'expérience qui a été pour toi, pour revenir à ta carrière, la plus formatrice en tant que directrice des opérations? L'expérience qui a été la plus formatrice? Alors, il y en a eu beaucoup parce que c'était un métier que je découvrais. Donc au fur et à mesure que j'avançais, je découvrais le métier. Je pense que l'expérience la plus formatrice, c'est quand je suis allée en expatriation à Dubaï. Ça a été vraiment il fallait changer d'environnement. Je pensais jamais que j'allais pouvoir être une expat un jour dans ma vie. Il fallait apprendre à accepter le fait d'être seule pour son travail dans un pays complètement étranger. Il fallait s'adapter aux règles locales, à l'administration locale. Il fallait, comprendre le métier et puis aussi, on travaille avec des gens internationaux. Donc c'est-à-dire que, par exemple, tu en as des teams qui sont basés en Asie, qui sont basés au Middle East, qui sont basés en Afrique. Donc il faut dealer, en fait, avec les différentes, cultures, la barrière de la langue, pouvoir communiquer de façon efficace, switcher de culture en fonction du pays où tu pars, t'adapter aussi aux cultures locales quand tu pars dans un autre pays. Vraiment, ça a été vraiment challengeant. Mais bon, je me suis dit que si j'ai pu tenir, c'est que je peux y arriver. OK. Plutôt jusqu'ici, en fait, la formation, c'est plutôt l'adaptation aux nouveaux environnements et aux nouvelles contraintes professionnelles que tu as dû avoir. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'adaptation, c'est vraiment et puis bon, je déplore quand même le manque de formation. J'aurais bien voulu avoir accès à beaucoup plus de formation pour être plus parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, parce que c'est comme Ouais, si OK. tu n'es pas légitime d'être là parce que bon, tu as pas fait certaines études, tu as pas fait trucs. Mais je pense que quand tu as la volonté et que tu es un peu intelligente quand même, ça devrait pas être un frein. Donc il faut pouvoir dépasser son propre esprit en se disant que voilà, aujourd'hui je suis à telle position et puis tu te sens obligé de faire toujours mieux, de faire toujours plus. Ça aussi, c'est une réalité. Donc ça peut te booster comme ça peut te décourager. J'ai eu des périodes de découragement vraiment qui m'ont abattue. Mais après, je veux dire, quand tu finis de te décourager, tu recommences, tu retestes. Et puis l'erreur, c'est humain, hein. Même dans le monde professionnel, on fait des erreurs. Il faut savoir les reconnaître, les corriger et puis avancer. Et tu parles d'erreur. Quelle est l'erreur que tu as commise et qui t'a appris une grande leçon? Accepter on va dire une position, un job, on va dire, qui n'était pas forcément, je n'étais pas forcément motivée, on va D'accord. dire. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une compagnie, j'étais pas vraiment motivée, mais bon, j'avais besoin d'argent comme tout le monde, j'avais besoin d'un boulot. Donc je l'ai fait, mais vraiment, c'était pas je me suis rendu compte que c'était pas challengeant. L'environnement n'était pas fait pour moi, donc ça s'est pas très bien passé. Mais, à la suite de ça, je me suis remis en question. Ça m'a permis aussi de prendre du temps pour moi. J'ai pris 3 ans pour, lancer mes propres business, créer de la valeur, tout ça, jusqu'à ce que j'ai une autre proposition qui revienne, qui m'a fait hésiter. Puis finalement, j'ai décidé de revenir dans ce monde-là parce que j'avais une nouvelle, corde à mon arc que j'allais prendre en main. Mais, comme je dis, c'était pas vraiment une erreur, en fait. C'était juste que c'était pas le bon timing. J'ai pas forcément, réfléchi avant de me lancer dans ce monde-là, dans ce job-là, en fait. Mais à part ça et puis bon, c'est pas évident tous les jours, on a besoin d'argent donc
Parfois aussi, il faut reconnaître que bon, on n'est pas toujours, tout n'est pas toujours rose tous les jours, mais bon, à la fin de la journée, c'est gratifiant comme métier. On rencontre énormément de gens, tout ça, donc bon, je dirais pas que j'ai eu vraiment des erreurs, en fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, tu en parlais d'ailleurs. Est-ce que pour toi, hem, c'est quoi pour toi l'avenir des opérations? Donc dans ce monde-là où il y a l'IA, il y a l'automatisation, il y a la technologie et cetera. Est-ce que le métier est menacé ou est-ce que c'est maintenant le moment pour de s'y lancer, en fait? L'avantage de ce métier-là, déjà, on parle avant même de parler de IA, tout ça, on parle d'énergie renouvelable. Dans notre secteur, c'est la menace qui pèse sur C'est ça. nous à l'horizon 2030, c'est de passer, à l'énergie renouvelable, les énergies Lorsqu'on est vertes à et l'énergie cetera. fossile et tout ça, c'est compliqué. Exactement, c'est polluant et cetera. C'est une réalité. Mais dans les faits, en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique et la Côte d'Ivoire particulièrement, le domaine que je connais, ça va être un peu long comme process. Donc on a encore des années devant nous. Et puis pour revenir aussi aux nouvelles technologies, est-ce que IA peut conduire un camion? Il y a déjà les voitures autonomes, donc les camions autonomes vont arriver. Oui, mais après, en fait, il faut savoir que, par exemple, prenons le cas du transport. Oui, Ici, quand on fait des opérations, on prévoit toujours des pertes à l'année. Parce d'accord. que tu vas beau automatiser, heu, le camion qui va transporter ton produit d'un point A à un point B, c'est plombé. On appelle ça le plombage, c'est-à-dire pour ne pas c'est comme c'est scellé, en fait, pour que le volume à l'intérieur soit géré. Mais Oui, quand tu vas sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a des gars qui savent contourner ça. d'accord. C'est toi qui vas venir les manager, vous dire: «Non, pardon, mon produit là, faut bien surveiller ça», tu vois? Il y a l'expérience terrain. l'IA peut pas faire ça, en fait. L'IA peut nous aider à optimiser, hem et à faire des projections sur, le futur pour pouvoir faire plus de marge parce que c'est le but, hein, de l'activité, c'est de pouvoir faire déplacer le produit de ton point A à un point B en minimisant les coûts. Donc l'IA peut te permettre, par exemple, de te projeter, de faire des calculs et cetera. Mais, je veux dire que c'est un métier qui a encore un long avenir, Il y de a un grand vraiment que ce soit potentiel humain. automatisé, quoi, voilà. Je veux dire qu'on a besoin du le capital humain est vraiment sur toute la chaîne. Donc, on a encore de longs jours devant nous. OK. On est encore un peu à l'abri, on va dire. Voilà. Tu parlais de la difficulté de la femme dans le Mmh. secteur, mais tu disais aussi que tu gérais l'humain. Est-ce Oui. que ça nécessite de toi, je vais te dire, des compétences supplémentaires ou de l'aide? Tu as besoin d'aide, de formation, je sais pas moi, je vais pas dire thérapie, mais de consultation parce que gérer l'humain, c'est complètement énorme. Oui, bon, alors, déjà la gestion de l'humain, ça s'apprend et c'est super important parce que c'est ton relationnel qui te permet de générer des opportunités et ensuite d'en faire quelque chose de monétaire. C'est-à-dire que si tu connais et tu arrives à pratiquer les bonnes personnes, je parle d'en haut et en bas, tu as la bonne information et cette information, tu peux la capitaliser. Donc, la gestion de l'humain, c'est quelque chose vraiment de primordial. Il faut s'adapter. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'arrive au port, quand les gardiens me voient, ils comprennent pas en fait. Ils se disent: «Mais madame, qu'est-ce que vous faites ici?» Genre vous enfin, je Vous dis êtes perdu, il y a un truc. je suis perdue, il y a un truc. Non, mais en fait, en vrai, c'est de savoir leur expliquer que voilà, je suis madame Tan, je m'occupe de telle opération. «Ah d'accord, c'est vous, OK». Donc tout de suite, le respect revient, mais en même temps, c'est des gens qui peuvent bloquer une opération, hein. C'est-à-dire que le simple vigile en jaune là, il peut te dire que tes camions rentrent pas à 2 heures du matin. Tu fais comment? Pour X ou Y raison. Donc si tu ne t'entends pas bien avec lui et que il ne te pratique pas et que tu ne mets pas le respect à ces personnes-là, ils peuvent te bloquer une opération et après, ben, tu fais comment? Donc, la gestion de l'humain, il faut aussi, quand tu rentres dans certaines administrations, il faut gérer l'environnement que tu vas trouver là-bas, l'environnement professionnel. Donc, par exemple, si tel service ne s'entend pas avec tel service, comment tu fais pour naviguer au milieu? Toi, tu as juste besoin de ton papier, par exemple, mais si tu n'arrives pas à gérer l'humain,
tu peux te retrouver aussi bloqué dans ton opération parce qu'un tel va dire: «Pourquoi tu as parlé? Lui là, pourquoi celle-là, tu as fait comme ça? Pourquoi tu as envoyé un mail ici?» Donc il faut savoir gérer l'humain et pour ça, je pense qu'il y a l'éducation de la vie, mais il y a aussi, la formation, c'est important. C'est-à-dire que, comment manager l'intelligence pour moi, j'aime bien les choses d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que de comprendre l'autre et puis de savoir comment tu le perçois et comment tu lui renvoies, en fait, ce que tu as perçu, que ce soit positif ou négatif. C'est une gestion. Moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui arrive à gérer l'humain et gérer l'humain, il faut savoir s'adapter et puis ne pas frustrer les gens et puis, avancer doucement dans le respect. Vraiment, le respect pour moi, c'est quelque chose de très, ça m'a rendu beaucoup de service. Parce que les gens, quand ils te voient, ils se disent que bon, parce que tu es comme ça, parce que tu as un certain niveau ou truc, tu vas forcément venir pour les écraser. Je ne crois pas au fait d'écraser les autres pour avancer. Je pense que quand tu donnes du respect à quelqu'un, que tu donnes du respect à sa position, les gens sont ouverts automatiquement. Ils s'ouvrent. C'est, vraiment la dernière partie, c'est une dernière partie qui te permet de te connaître, je veux dire, un peu plus dans ta façon de travailler ou toi-même. D'accord? Hem, D'abord, si tu pouvais donner un conseil à une version de toi d'il y a 10 ans, ce serait quoi? Ma petite, n'aie pas froid aux yeux. Tu as mal raison de faire ce que tu fais. Tu sais, en fait, l'audace. Continue d'être audacieuse. Si tu ne tentes pas, tu sauras pas quel résultat tu vas avoir devant. Au pire des cas, qu'est-ce qui va t'arriver? Et ça ne veut pas te faire reculer. Donc tente, essaye. Et puis si tu n'y arrives pas, demande. Aie l'humilité de demander, de dire que tu ne maîtrises pas et tu apprends. Et puis tu vas voir où ça t'emmène. Avance, va selon. Il y a rien qui peut te bloquer. Continue. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, Personnellement ou dans ma carrière? personnellement? Oui, il y a un livre que j'ai lu, je devais avoir peut-être 15 ans. C'est un livre banal que tout le monde connaît, mais pour moi qui m'a permis d'avoir la dimension de physique quantique, comme les Blancs appellent ça, mais c'est L'Alchimiste de D'accord. Paulo Coelho. C'est-à-dire que comment tu te projettes dans l'univers et comment tu attires les choses vers toi, comment tu navigues dans ce que la vie t'offre, comment est-ce que tu peux, attirer les choses vers toi, comment tu peux visualiser les choses pour que ça t'arrive, la disposition de l'esprit qui fait que les opportunités, les portes s'ouvrent. J'ai vraiment aimé, lire ce livre-là. Il était vraiment top. Il y a celui-là et puis il y a un livre qui s'appelle, Un retour à l'amour de Marianne Williamson. Je crois même que je l'ai dans mon bureau quelque part ici, parce que c'est un livre que je relis souvent, mais il est là en fait, celui-là. Un retour à l'amour. Bon, je l'ai bien fatigué, hein, mais en fait, en gros, ça explique comment, dans ton quotidien, si tu apprends à te donner de l'amour, tu peux te faire du dépassement de soi. Donc, ça s'applique à ta vie privée, ça s'applique à ta vie personnelle, enfin, dans tes relations amicales, etc., dans ton environnement, et puis aussi dans la confiance que tu mets en toi d'avancer dans les choses. Donc, ce sont, je vais dire, ces 2 livres-là qui m'ont vraiment marqué en fait, dans ma vie perso. Si tu n'avais pas été directrice des opérations ou tu n'avais pas fait ce métier-là, quel métier t'aurait attiré? Ah ça, c'est une grande question. Comme je disais au départ, c'est mon métier j'ai toujours été passionnée par le monde de la pub. C'est-à-dire, quand je regarde un peu ce qui se fait, les outils de communication, pour moi, il y a un livre que j'ai lu, la communication pour les nuls, la collection pour les nuls là. Et la première page, en fait, ils expliquaient ce que c'est que la pub de façon simple, comme un ordinateur. C'est-à-dire que tu dois susciter une émotion chez ta cible. Et pour pouvoir susciter cette émotion-là, quel tiroir tu ouvres qui va déclencher cette émotion-là chez ta cible. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien dit, que c'est quelque chose, en fait, pour moi, c'est un outil de communication, d'éducation. Vraiment, j'aurais tellement aimé qu'on soit à un niveau où quand on allume la RTI, on puisse voir des trucs un peu comme on voyait sur Culture Pub en France. Aujourd'hui, il y a une trend sur TikTok d'une pub, je sais pas si c'est Jet to Holidays, un truc
d'avions, de holidays, d'organisation de séjours, mais c'est resté dans la tête des gens, c'est devenu une traîne parce que ça a été le tiroir a été ouvert, la bonne émotion est sortie. Donc pour moi, avoir cet outil-là, en fait, de communication via la publicité, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire si je n'avais pas fait ce métier-là. Mais bon, il n'est pas trop tard. On sait jamais, hein, on sait Heu, jamais. c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours et de ton expérience? Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que je suis partie du plus bas et je suis en train d'aller au plus haut, j'espère. On ne connaît pas l'avenir. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. C'est Dieu seul qui sait dans quoi est-ce qu'il a prévu que tu te réalises. Parce que la vie, parfois, on a des plans et puis finalement, on se rend compte que bon, truc. Mais l'essentiel, c'est que ce que j'aimerais qu'on retienne vraiment, c'est que j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. Je suis, on va dire, au milieu. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour arriver au sommet. Mais j'aimerais bien mon rêve en tout cas, c'est qu'un jour on puisse dire que c'est quand on parle de pétrole de femmes en Côte d'Ivoire, autant qu'on parle de certaines femmes dans les métiers de finance, quand on parle de certaines femmes dans le métier de la santé, quand on parle de certaines femmes dans le métier de, je sais pas moi, des mines, de la logistique et cetera. On dit: «Ah cette dame-là, c'est top» et que ce soit la même chose pour moi, qu'on dise que comme mon patron m'appelait au début, c'était la princesse du pétrole et ça me boostait en fait. J'y connaissais rien, mais il m'appelait comme ça, il m'a dit même à l'église, on te dit le nom que tu te donnes là, c'est ce qui va te driver, c'est ce qui va ouvrir les portes pour toi. Parce que si toi-même, tu te projettes en étant comme ça, Dieu va faire et puis tu vas arriver là où tu es, où tu vas être légitimé le fait de t'appeler comme ça. Donc j'aimerais bien que, Inch'Allah, si c'est ce que Dieu a prévu pour moi, arriver à ce niveau-là. J'aimerais qu'on retienne ça. Commencer en bas. Plutôt thé ou café? Café. J'en ai besoin parce que si je dois veiller toute la nuit, je fais comment? Je suis la seule Café! personne qui a dit café. Tout le monde fait thé. J'ai même eu une Ah personne qui est allergique non! au café. Ah non, 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 tous les matins, là tout à l'heure, j'ai pas pris mon café ce matin, je suis allée me poser sur la terrasse du comptoir et puis, j'ai pris mon café, j'ai besoin de mon café parce qu'il faut que je sois alerte. Donc café, sans hésiter. Plutôt du matin ou du soir? J'ai toujours été du soir. Le matin, je me réveille hyper tôt parce que je fais du journaling, donc je prépare mon esprit pendant au moins 1 heure. Je fais mes prières, je visualise ma journée, je pense à beaucoup de choses, j'essaie de nourrir mon esprit des bonnes informations, de choses donc j'entraîne mon esprit tous les matins. Donc je me réveille très tôt naturellement et sortir du lit là, ça a toujours été un problème. Donc je suis une go du soir. Je suis une go du soir, on va dire. Plutôt travail en équipe ou travail en solo? Un mix des 2. Un mix des 2. Vraiment, je peux pas dire que le travail en solo, le travail en équipe, parce que le métier que je fais, c'est toujours en équipe, donc j'ai pas le choix d'être en équipe. Travail solo aussi est important parce qu'il faut savoir se mettre en valeur pour, créer de l'opportunité sur le marché, en fait. Un mix des 2, vraiment. Plutôt bureau ou télétravail? Télétravail, télétravail. En fait, le fait de venir au bureau, c'est intéressant parce que ça te permet d'être dans un cadre te permettre, par exemple, quand tu as de l'administratif, quand tu as des courriers, de la paperasse, on va dire, à faire, le fait d'être dans un cadre, ça te met tout de suite dans le bain et ça te permet de te concentrer. Mais les opportunités sont dehors. Quand je suis enfermée entre mes 4 murs ici, là, je rencontre qui? Quel client je vais rencontrer? Quelle plus-value je vais voilà, donc quand tu finis de faire ton c'est nécessaire le bureau parce qu'il faut que tu sois là pour être concentré dans un cadre, et puis mettre tes choses aussi avec ton équipe en place, les réunions et cetera pour pouvoir savoir où est-ce qu'on part ensemble en équipe. Mais c'est dehors que les opportunités sont, que télétravail, avoir l'option du télétravail pour moi en 2025, c'est tellement nécessaire, surtout qu'on a les outils pour pouvoir travailler à distance. Donc je préférais être dans le bureau d'un client en train de le manager pour dire: «Écoute, voilà mon produit, est-ce que tu peux acheter chez moi?» et tout ça, plutôt que d'être ici parce que bon, un mail n'a pas le même impact que d'être en face d'une personne. OK. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou une femme qui t'inspire? Ma mère, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'inspire. Ma mère, vraiment, c'est je sais pas. Je parle tout le temps d'elle dans les choses parce qu'on va dire: «Non, mais c'est normal, c'est ta maman», mais en fait, non. Elle a traversé de l'adversité toute sa vie. Donc
aujourd'hui, elle est c'est-à-dire c'est elle était major de sa promo, donc j'ai grandi avec le j'étais major de ma promo, avec le j Standard élevé. voilà, avec des standards élevés. Ma fille, il faut que tu sois dans un et puis bon, à un moment aussi, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Moi, j'ai eu un parcours, scolaire, comme ça, hein. Donc c'est pas comme si j'ai eu un parcours scolaire très droit, tout ça, hein. Mais ça n'empêche que il faut se réveiller à un moment et puis savoir que la vie est dure. Donc quand je vois comment ma mère se lève aujourd'hui, elle est presque à la retraite, mais comment elle est respectée dans son secteur, comment les gens parlent d'elle, vraiment, c'est mon modèle. Quelqu'un d'autre. C'est elle. C'est le meilleur exemple. Non, non, bah, on est à la fin. Merci beaucoup pour ton J'espère temps. que j'ai répondu à tes questions et que tu es satisfaite. À toutes. Maintenant, j'espère que moi, j'ai tout bien enregistré. Mais merci Ouais. beaucoup pour ton temps. Non, il y a pas de souci. Si ça peut créer, de la motivation, je mon mot de fin, hein, c'est que vraiment j'aimerais qu'on puisse impacter d'une manière ou d'une autre. Et puis impacter, ça veut pas dire forcément toucher des millions de personnes. Parfois, tu peux impacter dans ta propre maison. Parfois, tu peux impacter dans ta propre famille. Parfois, tu peux impacter dans tes amis. Moi, j'ai des copines qui m'inspirent. Comme, je cite pas de nom parce que bon, voilà, mais j'ai des copines qui m'inspirent, avec qui je m'assois et puis je dis: «Ah, j'ai envie de faire tel business, j'ai envie de faire tel projet», j'ai envie de et puis elle me dit: «Oui, mais il faut que tu fasses comme ça, voilà, il faut que ta cible soit comme ça, faut» donc j'aimerais qu'on s'impacte, qu'on arrête de se tirer dans les pattes et puis que les hommes là commencent à comprendre qu'on est en 2025 quoi. Voilà, Mais en tout cas, pas bien qu'ils merci prennent beaucoup. balle perdue. Les pauvres. Mais bon, ils sont pas si pauvres que ça. On pourrait Vraiment, pas se tenir tranquillement. on s'est compris. Encore merci En tout cas, beaucoup. merci à toi pour l'interview. Tout va bien se passer. Merci Fleur. Merci à toi. Bye. Allez, à bientôt. À bientôt.